à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur le Japon. Au nom de Voyage d'Exception, je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2025, une très bonne santé et surtout plein de beaux voyages. Je me présente, je suis Caroline, je suis la responsable relations clients chez Voyage d'Exception et je serai accompagnée aujourd'hui par Pierre-Jean Furet qui vous fera la conférence et la présentation sur le Japon. Avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de Voyage d'Exception en quelques mots. Vous avez tout d'abord un chat qui s'affiche sur lequel vous pouvez échanger avec nous et nous poser par la suite toutes les questions et nous y répondrons très rapidement tout au long de cette présentation. Donc voilà, donc Voyage d'Exception a été fondé en 2012, il y a donc 12 ans. On s'appelait auparavant Croisière d'Exception. Et en 2025, nous avons environ 70 croisières et 20 voyages que nous proposons dans notre catalogue. Nous faisons partir environ 2500 passagers par an. Et si vous êtes sur Paris ou en région parisienne ou en visite à Paris, n'hésitez pas à venir nous rendre visite dans notre agence qui se trouve au 77 rue de Charonne, dans le 11e. Ce sera avec grand plaisir que mon équipe et moi-même vous accueillerons. Je vais vous présenter un petit peu donc nos différentes catégories de croisières et ensuite de voyages que l'on propose chez Voyage d'Exception. Tout d'abord, donc Voyage d'Exception, ce sont des voyages et des croisières francophones accompagnés donc par une équipe d'accompagnateurs Voyage d'Exception et de conférenciers sur plusieurs thématiques. Tout d'abord, donc nos croisières, ça sera sur différentes catégories, donc aussi bien des navires de prestige, donc ça va être sur des croisières sur la Patagonie ou le Japon, comme là nous allons vous le présenter, l'Asie du Sud-Est ou également la transatlantique à bord du Queen Mary 2. Vous aurez également, donc on va vous proposer des croisières sur différents fleuves et rivages, sur le Danube, le Douro, le Rhin, sur quelques thématiques, entre l'art, la musique, entre autres. Également, donc, des croisières un peu plus nature. Donc là, ça va être sur des yachts et des voiliers autour de la Méditerranée, au Costa Rica, dans les Caraïbes et également une très belle croisière en Italie. Et alors là, ça va être plus des croisières, je dirais, d'exploration, d'aventure, donc ce qu'on appelle les croisières polaires, notamment au Spitzberg et en Antarctique. Dans nos différentes catégories de voyages que l'on vous propose, donc là, ça va être des voyages événements autour d'une thématique bien spécifique, aussi bien le réveillon à Vienne, donc là, c'est un séjour qui s'est passé ces derniers jours pour le Nouvel An. L'exposition universelle 2025 qui sera à Osaka au Japon et également les aurores boréales en Islande. Une de nos plus grandes thématiques, ce sont nos échappées musicales. Donc, vous pourrez tout aussi bien aller sur les traces de Chopin en Pologne, à la découverte de Bach, Wagner en Saxe. Et également, nous sommes très fiers de vous présenter de très beaux voyages à bord de trams mythiques, comme l'African Explorer en Afrique australe, la route de la soie, ou bien également en Espagne à bord de la l'Andalouse. Alors voilà, comme je vous disais, donc nos différents voyages thématiques vont se porter sur l'histoire avec un circuit en Algérie, le Danube par exemple, également un voyage à Austerlitz ou un séjour à Sainte-Hélène, sur l'île où a terminé ses jours, où Napoléon a terminé ses jours. Également une thématique sur l'art, aussi bien au fil du Guadalquivir comme Venise et sa lagune. Comme je vous l'indiquais, donc nos croisières musicales, donc nous en avons plusieurs à vous proposer en 2025, aussi bien une croisière sur le Rhin, deux croisières sur la Seine, une croisière en Méditerranée ou également une croisière musicale en Norvège. Et pour terminer, donc une dernière thématique, donc là ça va être vraiment sur la nature, sur les jardins, avec la féerie florale sur le Rhin, présentée par un de nos conférenciers, Alain Baraton. Donc voilà, pour rebondir donc
Nous proposons donc Voyages d'exception, des voyages avec des conférenciers qui vous accompagnent durant toute votre croisière, qui vous proposent donc différentes thématiques sur le pays visité, par exemple. Parmi les plus connus que vous connaissez certainement, donc parmi nos 120 conférenciers, vous allez retrouver David Chantran, Stéphane Bern, Pascal Boniface, Olivier Barrault, entre autres. Alors, voyage d'exception, donc nous travaillons avec plusieurs armateurs. Nous travaillons en étroite collaboration, entre autres avec Croisière Europe, Pando, donc là, ça va être pour les croisières en Asie sur le Mekong. Cunard Line, donc là, ça sera pour la transatlantique à bord du Queen Mary 2. Nos très beaux voiliers, les très beaux voiliers de Star Clippers. Nous avons plusieurs très belles croisières avec ce partenaire, Celebrity Cruise et Holland America. Donc là, ça va être surtout pour nos croisières en Patagonie et au Japon. Nous sommes également très fiers de travailler avec des partenaires médias comme Paris Match, Marianne, le Souvenir napoléonien. Donc là, ça va être pour notre voyage à Sainte-Hélène, accompagné de David Chantran, qui est donc le rédacteur-chef du Souvenir napoléonien, ou Rustica. Donc là, ce sera avec des membres de Rustica et également Olivier Baraton. Nous sommes également très fiers d'être labellisé ATR, qui signifie donc Agir pour un tourisme responsable, dans lequel nous essayons de respecter les normes les plus élevées en matière responsabilité sociale et sociétale. Et nous investissons dans 2 associations, dont une se trouve au Costa Rica, à la réserve Monteverde, et l'autre à Limoges. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre-Jean Fleuret, qui est donc l'un de nos plus célèbres conférenciers qui a participé à plusieurs voyages avec nous, qui est donc historien, écrivain et diplômé de la fameuse École du Louvre. Donc Pierre-Jean, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui et je te laisse la parole pour cette belle présentation sur le Japon. Merci Caroline. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de votre compagnie cet après-midi. D'abord, avant toute chose, je vous souhaite également une très très bonne nouvelle année et j'espère qu'on aura l'occasion de voyager ensemble dans les mois qui viennent. Alors, Caroline en a parlé. Il y a effectivement plusieurs voyages au Japon qui sont prévus cette année et un autre l'année prochaine. 5 cette année. 3 au printemps et 2 à l'automne. Et l'année prochaine, il y en a un qui est prévu également au printemps. Alors, la question va tout de suite se poser de savoir quel est le meilleur départ, la date la plus favorable pour partir. Est-ce au printemps, est-ce à l'automne? En fait, tout dépend un peu de vous. Au printemps, notamment entre mars et avril, vous aurez la chance de voir la saison des cerisiers en fleurs, qui est si importante au Japon, qui est une fête aussi si importante au Japon. L'inconvénient, c'est qu'il peut faire un peu frisquet. En revanche, à l'automne, il fait beaucoup plus doux. La température est beaucoup plus agréable. Et puis, vous aurez également les érables qui seront rougeoyants. Donc, ça peut être un moment très agréable. Alors après, comment choisir? C'est un petit peu à vous de voir. Les 2 saisons se valent également. Peut-être, j'irai plutôt vers le printemps. Mais encore une fois, tout dépend un peu de vos disponibilités, puis également de votre appréciation des paysages fleuris. Alors quoi qu'il en soit, nous partirons dans l'une ou l'autre de ces hypothèses à bord d'un grand navire qui sera probablement celui-ci, le Celebrity Millennium de la compagnie Celebrity. Il a été lancé, comme son nom l'indique, en 2000. C'est donc un bateau qui a 25 ans. C'est un bateau du millénaire. Alors, ne tenez pas trop compte de son âge réel, parce qu'en réalité, c'est un peu comme les voitures. C'est pas la date de première mise en circulation qui importe, c'est en fait plutôt le carnet d'entretien. Et Millennium a été entretenu extrêmement bien. Il a été entièrement refait à neuf il y a quelques années. Et le magazine Forbes lui a alloué 5 étoiles tout récemment. C'est donc un navire de très grande qualité, d'un très très grand confort. Il n'est pas gigantesque, contrairement à la photo que vous avez sous les yeux. Il fait 2000 passagers maximum.
Donc c'est pas du tout les gros mastodontes dont on parle beaucoup, qui sont un peu la bête noire des ports européens. C'est un bateau de petite dimension qui est très commode parce que justement on peut accéder du coup à des ports qui sont pas forcément équipés pour recevoir les grands bateaux. Alors c'est pas un tout petit bateau, c'est un bateau moyen on va dire, et l'intérêt c'est qu'effectivement il a tous les avantages des bateaux moyens, c'est-à-dire qu'il est vaste. À l'intérieur il y a beaucoup de salons différents, des salons où très rapidement vous prendrez l'habitude de retrouver les gens de votre groupe ou vos propres amis dans un bar ou un autre. Il y a beaucoup de bars dans ce bateau, il y a plusieurs restaurants également, et l'intérêt c'est que vous pourrez choisir en fonction de vos goûts à vous un restaurant plutôt qu'un autre. Sachez quand même que pour le groupe auquel vous appartiendrez, il y a une partie du restaurant qui vous sera réservée uniquement pour les francophones, donc vous serez complètement accompagné de bout en bout par des francophones et vous serez entouré entièrement de francophones. Un grand bateau, ça veut dire également une offre de loisirs qui est considérable. Vous aurez dans Celebrity Millennium une piscine découverte à gauche et une piscine couverte à droite. Quel que soit le temps, vous pourrez vous y détendre, vous y reposer et profiter un peu de ces aménagements qui sont tout à fait agréables. Enfin, dans un grand bateau, il y a également une offre de confort qui est très appréciable. À droite, vous avez la suite thermale avec notamment un spa qui est assez développé. Et puis à gauche, vous avez une bibliothèque. Il y a beaucoup de navires de dimensions identiques qui n'ont pas de bibliothèque. Donc là, encore une fois, c'est vraiment, il y a une offre de loisirs qui est très vaste, encore enrichie par une salle de sport énorme au-dessus de la passerelle, au-dessus de la timonerie, de l'endroit où le commandant dirige le navire, avec une vue magnifique sur les environs. Et il est équipé, cette salle est équipée avec des équipements de dernière technologie. Donc c'est tout à fait au point, moderne. Et puis, si vous avez envie de tenter votre chance, il y a également une salle de casino, parce que, encore une fois, on est en bateau, si on a envie de se faire plaisir, bah, c'est le moment ou jamais. Alors ça, c'est pour les loisirs. Le soir, évidemment, place au spectacle. Il y a une grande salle de spectacle dans le Celebrity Millennium. Là, vous l'avez sous les yeux, c'est vraiment une salle gigantesque et qui donne des spectacles de cabaret. Donc même si vous ne parlez pas anglais, soyez sans inquiétude, ce sont des spectacles où il y a du chant, de la danse, de la magie, de l'illusion, des acrobaties. Donc c'est des spectacles qui sont extrêmement visuels et finalement que ce soit en anglais ou pas, ça change pas grand-chose. Vous pourrez très bien assister à ces spectacles et y prendre beaucoup de plaisir. Alors pour les Français proprement dit, pour les gens du groupe auquel vous allez appartenir, avec Voyage d'Exception, il y a un petit bureau qui vous est réservé dans l'espace information du bateau. Il y a un petit bureau qui vous est réservé où vous retrouverez systématiquement pendant les permanences les accompagnateurs de Voyage d'Exception. Et puis, il y a également une salle de conférence qui est réservée au groupe Voyage d'Exception, où là encore, chaque jour où il y aura une conférence, vous aurez un rendez-vous ou deux rendez-vous, voire dans les journées en mer notamment, où vous retrouverez les membres de votre groupe. Et là, tout est en français, évidemment, tout sera francophone. J'aurai moi-même le plaisir d'accompagner une de ces croisières dans le courant de l'année prochaine. Alors, j'ai parlé des espaces publics dont une partie vous sera réservée. Et puis, il y a évidemment les espaces privés. Alors, les cabines, le choix est assez vaste entre les cabines intérieures à gauche, les cabines avec sabord à droite, et enfin la cabine véranda avec un balcon et deux chaises longues, comme vous voyez ici. Toutes les cabines, quelle que soit la catégorie, intérieure, extérieure, avec balcon ou pas, sont toutes équipées d'une salle de bain complète, c'est-à-dire avec une douche ou une baignoire, des WC évidemment, etc. Donc c'est un bateau d'un très grand confort, encore une fois, qui a été entièrement refait, très silencieux, assez opulent, je dirais. Où on se sent tout de suite très bien. Et il n'est pas suffisamment grand pour qu'on soit perdu. Et encore une fois, même si vous êtes un petit peu perdu pour commencer, très rapidement, vous prendrez vos marques dans le restaurant qui vous plaît le mieux, le bar où vous aimerez prendre votre verre au moment de l'apéritif, où vous retrouverez vos amis. Donc, c'est pas du tout un bateau intimidant. Alors, la croisière elle-même, c'est une croisière qui est très complète. Voyage d'Exception a réservé pour vous ce navire ou ces navires parce que justement, ils vous permettent d'avoir une vision globale du Japon. Le Japon, comme vous voyez sur la carte, c'est un archipel avec plusieurs îles et à ma connaissance, la meilleure façon de découvrir un archipel, c'est de faire par bateau. C'est pour ça que la croisière au Japon que Voyage d'Exception vous propose est vraiment le mode de déplacement le plus approprié pour avoir un aperçu complet de l'ensemble du Japon. Alors, on va arriver, ça c'est toutes les villes dans lesquelles le bateau fera escale à un moment ou à un autre, et vous voyez qu'il n'y a pas uniquement les grandes métropoles flamboyantes de la côte sud du Japon, en gros de Tokyo à Hiroshima, mais il y a aussi beaucoup de côtes, beaucoup d'îles, de villes, pardon, sur la côte nord du Japon, y compris Hakodate dans l'île de Hokkaido, à l'extrême nord du Japon.
qui vous donneront, qui compléteront en fait votre perception du Japon. Parce que bien souvent, on s'en tient à ces grandes métropoles flamboyantes, mais on oublie que le Japon, c'est aussi tout à fait autre chose. Et avec ce voyage, vous aurez une vision, une aperçu très complet, en fait, une vision très complète de ce qu'est le Japon aujourd'hui. Alors, on va commencer le voyage à Tokyo. Et je voudrais commencer avant toute chose par vous donner une autre des exclusivités voyage d'exception. Vous aurez bien entendu, vous serez accompagné depuis Paris par des accompagnateurs qui, au moment où ils vont vous remettre votre billet d'avion à Charles de Gaulle, vous accompagneront dans l'avion, ne vous quitteront pas de toute la croisière et ils attendront que votre bagage vous soit restitué 17 ou 19 jours plus tard à Charles de Gaulle avant de vous quitter. Donc vous allez passer 19 jours, 17 ou 19 jours avec des accompagnateurs français qui ne vous quitteront pas. Et le plus, voyage d'exception, c'est qu'en arrivant à Tokyo, vous aurez 3 guides francophones, il y a même un d'entre eux qui est français et 2 autres qui sont japonais, mais qui parlent français et qui vont rester avec vous pendant toute la durée de la croisière. C'est qu'ils vont venir avec vous sur le bateau et on les aura à chaque escale. Donc à chaque escale, c'est eux qui vous guideront. Je vous en parle parce qu'en fait, le Japon, aussi paradoxal que ça paraît, c'est un pays qui est assez fermé et les Japonais parlent assez peu de langue étrangère. Ils parlent peu la langue anglaise et encore moins le français. Et du coup, c'est très compliqué, même quand on est à Hiroshima ou à Nagasaki, par exemple, de trouver des guides francophones. Donc là, on aura nos guides francophones avec nous. Et ils voyagent avec nous, donc vous les verrez le soir, vous pourrez discuter avec eux au restaurant, c'est très agréable. Et en plus, on a la certitude d'avoir de très bons guides à chacune des escales où nous irons. On va donc arriver à Tokyo après une nuit de vol, une nuit qui est sans problème, c'est un vol direct en général, donc c'est sans difficulté particulière. Et on va arriver dans la grande métropole du Japon. Et aussitôt qu'on va arriver, on va prendre un grand bol de Japon dans la figure, parce que c'est une ville absolument phénoménale. Alors, j'ai pas l'intention de vous montrer aujourd'hui l'ensemble des objectifs touristiques où vous allez aller. J'ai pas envie de déflorer le sujet. Je pense que c'est plus intéressant pour vous de faire ces découvertes. Sachez quand même qu'au cours de votre visite à Tokyo, vous verrez les principaux monuments de la ville. Vous verrez les grands quartiers, Akihabara, Shibuya, Ginza. Vous verrez le Tokyo Skytree que vous avez ici à droite. Vous verrez tous ces quartiers intéressants. Vous verrez le parc de Ueno. Vous verrez le Kokyo, le palais impérial. Vous verrez le grand temple d'Asakusa. Tous ces monuments-là, vous les verrez évidemment. Mais encore une fois, j'ai pas trop l'intention de vous en parler aujourd'hui. Juste vous donner plutôt une ambiance générale de ce que vous allez voir qui est très très différent. Même si vous êtes habitué aux grandes villes européennes, c'est très différent des grandes villes européennes. Là, vous êtes vraiment en Extrême-Orient avec toute la frénésie, la chaleur, l'animation de l'Extrême-Orient. Donc voilà quelques vues que j'ai prises un peu à la volée dans Tokyo. Et alors, l'intérêt du voyage, d'une croisière avec voyage d'exception, c'est que le voyage d'exception ne vous montre pas uniquement le patrimoine monumental des sites où nous allons, mais il essaye de vous donner une impression presque immersive, une expérience immersive du Japon. Et dès votre arrivée, vous aurez par exemple, enfin dès votre arrivée le lendemain, vous assisterez à une cérémonie du thé, donc une cérémonie assez particulière pour les Japonais parce qu'elle est pleine de spiritualité. C'est pas uniquement une cérémonie où on vous sert un bol de thé vert, c'est en fait une cérémonie où chaque geste est millimétré, pesé, réfléchi et où on a l'occasion, en même temps qu'on boit son bol de thé, de faire une sorte de petite méditation. Donc c'est vraiment une expérience qui est tout à fait intéressante et qui est très très japonaise surtout. Donc vous serez immédiatement plongé dans l'univers japonais. Et le soir, vous irez dans un restaurant où il y a un spectacle de sumo. Donc il y a 2 lutteurs japonais qui vont se donner en spectacle pendant le repas. Alors ne pensez pas que c'est une attraction pour touristes, pas du tout. Vous irez dans un restaurant qui est très fréquenté par les Tokyoïtes, où les Tokyoïtes prennent leur repas, dégustent leur repas en assistant à ce combat de sumo. Donc encore une fois, je pense que l'intérêt d'un voyage avec voyage d'exception, c'est pas uniquement de faire un voyage en bateau autour du Japon, c'est en même temps d'avoir une véritable expérience immersive du Japon avec les expériences dont je viens de vous parler, la cérémonie du thé ou le spectacle de sumo. Tokyo était au bord de la mer, on l'oublie souvent, c'est un grand port au bord de la mer, et une partie de la ville elle-même a été gagnée sur la mer. Alors voilà quelques vues maintenant à la rivière Maguro au moment de la floraison des cerisiers, on doit être vers début avril à peu près. Et puis voilà un sanctuaire pardon, Shinto, dont on voit l'entrée ici avec ses portiques rouges
pour préserver la pureté du site. Et puis voilà quelques photos que j'ai prises un peu à la volée en me baladant à Tokyo, dans le quartier de Shibuya à droite et à gauche, et puis au centre en assistant à un mariage dans un quartier central de Tokyo. C'est des coups d'œil qui sont tout à fait étonnants. Vous voyez les deux personnages à droite, c'est peut-être une mère et sa fille qui sont déguisés comme des personnages de manga, c'est assez étonnant. Et puis à droite également, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, j'ai du mal à le déterminer, mais qui est également habillé comme un personnage de manga. Et au centre, en revanche, c'est curieux de voir ce rapprochement entre l'ultra-modernité, la fantaisie, et puis l'ultra-conservatisme du mariage traditionnel japonais, avec l'homme et la femme qui sont habillés en vêtements traditionnels. Alors, notre hôtel se trouve dans l'hypercentre de Tokyo, c'est le Prince Hotel que vous avez ici à gauche sous les yeux. Il se situe à côté de la tour Eiffel de Tokyo, qui est la Tokyo Tower, et à côté se trouve le Zojoji, encore une fois un sanctuaire shintoïste tout à fait intéressant qu'on peut voir très facilement à pied, puisqu'il est à quelques minutes à pied simplement de l'hôtel. Donc au cours de cette première aperçu du Japon à Tokyo, vous verrez encore une fois un grand nombre de monuments, vous assisterez à une cérémonie du thé, à un spectacle avec de sumo, et puis vous verrez tout simplement la ville avec son ambiance tout à fait extraordinaire. Alors, on n'embarquera pas à Tokyo, mais on embarquera à Yokohama, qui est dans la grande banlieue de Tokyo. C'est un port gigantesque qui se trouve à faible distance de Tokyo. On est à une demi-heure de bus de Tokyo. Et c'est là qu'on va embarquer. Yokohama était le plus grand port du Japon pendant très longtemps. C'était pendant tout le 19e siècle la porte d'entrée du Japon pour toutes les marchandises qui y arrivaient notamment. Voilà la douane qui a été construite en 1900, dans les années 30. Et puis il y a aussi beaucoup de bâtiments peut-être de cette époque-là, comme par exemple les entrepôts en briques rouges que vous voyez ici au ras de l'eau, qui miraculeusement ont survécu au bombardement de la guerre. Mais en fait, on est en plein milieu de la conurbation qui va en gros de Tokyo à Osaka en passant par Nagoya. Et vous voyez que tout le panorama que vous avez à l'arrière-plan avec ces gigantesques tours, c'est pratiquement tout le panorama qu'on peut voir sur la côte du Japon à cet endroit-là. Et c'est de Yokohama donc que nous partirons pour notre croisière. La première escale, ça contredit un peu ce que je viens de vous dire à l'instant, à Shimizu, vous permettra d'avoir un bon aperçu sur le mont Fuji. Alors nous irons ainsi, après Shimizu, enfin à l'escale de Shimizu, nous irons sur la plage de Miyano Matsusaba, que vous avez sous les yeux. C'est une plage avec un sable volcanique, donc un sable noir, et une pinède à l'arrière-plan qui vous donne une vue absolument à couper le souffle sur le mont Fuji. Le mont Fuji, c'est la montagne sacrée des Japonais. Parce qu'il y a énormément dans le shintoïsme, il y a également énormément de personnages, de légendes qui sont liées au mont Fuji. Et puis c'est une montagne qui maintenant est protégée au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO par le monde donc. Alors cette vue du mont Fuji depuis la plage de Matsubara, elle a été immortalisée, figurez-vous, par l'auteur d'estampes japonaises, s'appelle Hiroshige, tout à fait au début du 19e siècle, et c'est la même plage qu'il a représentée avec la même vue du mont Fuji. Donc c'est en fait ces vues un peu intemporelles que nous irons voir à l'escale de Shimizu aussitôt après avoir quitté Yokohama. Et puis, à l'escale de Shimizu, nous irons voir également un temple, cette fois-ci, le Toshogu Kunozan, que vous avez sous les yeux, qui est un temple construit à flanc de colline sur un contrefort du mont Fuji. On a une très belle vue depuis ce temple sur l'océan Pacifique, et c'est encore une fois un très joli endroit qui donne également assez rapidement un aperçu de ce que sera votre voyage au Japon, parce que vous allez voir qu'il y a un mélange très étroit, une immixtion très étroite entre l'architecture et la nature. Et ce temple, qui est vraiment presque en pleine montagne, il est également noyé dans la nature, dans une espèce de cocon de verdure, alors que tout le reste, toute la région environnante est occupée assez largement par le panorama que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire des immeubles de grande hauteur, des voies rapides, etc., etc. Là, on a une sorte d'îlot de spiritualité au milieu de la montagne, c'est tout à fait remarquable. Alors après Shimizu, nous ferons encore un peu de navigation pour aller à Osaka. Alors Osaka sera peut-être pour vous l'occasion de faire une visite à Osaka, peut-être ce sera l'occasion de partir un peu plus loin à Kyoto, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors Osaka, c'est la deuxième plus grande ville du Japon après Tokyo. On est toujours dans cette grande conurbation hein, qui occupe tout le sud du Japon. C'est pour ça qu'on retrouve ces immeubles de grande hauteur dont je vous parlais. Et puis on retrouve également à Osaka un grand château
Son Tenchu, son donjon que vous avez ici au centre de la photo, a été entièrement refait après la Seconde Guerre mondiale, mais par contre, les douves que vous avez au premier plan sont d'origine. Donc c'est un château qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Mais Osaka vaut surtout, à mon avis, pour sa vie trépidante. Alors, si Tokyo est très propre, très policé, très organisé, etc., Osaka est beaucoup plus désorganisé, beaucoup plus rebelle. C'est un peu le Marseille, si vous voulez, des Japonais. Et les habitants d'Osaka sont des fanatiques de cuisine. Ils mangent, ils ont des spécialités notamment de fruits de mer, de poules qui sont très remarquables. Et toute la nuit, pratiquement, on peut y grignoter dans la rue. À toute heure du jour et de la nuit, on peut y grignoter donc de la street food tout à fait savoureuse des toutes sortes de produits. Mais c'est une ville également très moderne. Voilà, la gare d'Osaka, tout à fait étonnante. Donc, vous aurez l'occasion de voir tous ces monuments, tous ces sites en passant, en vous rendant d'un endroit à un autre. Le seul monument vraiment intéressant, ancien, vraiment intéressant d'Osaka, c'est le Tennoji que je vous montre là. C'est un sanctuaire shintoïste qui n'a pas beaucoup bougé, qui n'a pas été tellement altéré par le temps et qui est extrêmement frappant à visiter. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps à Osaka, vous irez probablement voir ce monument, vous irez probablement voir le château d'Osaka, et sinon vous prendrez vraisemblablement le train à la gare d'Osaka que je vous ai montré il y a une seconde pour aller à Kyoto, qui est juste à côté d'Osaka. C'est en quelques minutes, enfin moins d'une demi-heure d'Osaka, on fait la route à Kyoto et on va la faire avec le Shinkansen. Encore une fois, voyage d'exception vous propose non pas une croisière bête et simple autour du Japon, il vous propose une véritable expérience du Japon. Et pour compléter cette expérience, rien ne vaut évidemment de prendre le Shinkansen. Donc vous prendrez le Shinkansen depuis Osaka jusqu'à Kyoto, c'est un voyage qui est très rapide, hein, 20 minutes maximum, et vous verrez ce prodige de la technologie japonaise qui est absolument phénoménal. Alors il est pas plus rapide que nos TGV à nous, mais vous verrez, il est infiniment plus confortable, les sièges sont plus vastes, il y a plus d'espace pour marcher, on est beaucoup moins secoué quand on se déplace, il est beaucoup plus silencieux également, c'est une sorte de tapis volant tout à fait remarquable, et encore une fois, un voyage au Japon serait incomplet à mon avis sans une expérience de Shinkansen que vous ferez donc pour vous rendre à Kyoto. Alors Kyoto est à faible distance d'Osaka, comme je viens de vous le parler, et c'est une ville qui est tout à fait remarquable parce qu'elle a été relativement épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, alors que toutes les autres grandes villes de la région ont été assez sinistrées. Kyoto, par contre, a été préservée parce que les Américains avaient à cœur de conserver un endroit qui est très patrimonial, d'abord qui est très sacré aux yeux des Japonais, parce qu'il y a énormément de temples, et parce que la ville, par son nombre de temples et par sa préservation, est à leurs yeux extrêmement importante. Alors vous irez voir les principaux monuments de la ville, le fameux Kankakuji que vous avez sous les yeux, le fameux pavillon d'or, avec son étang. Et puis vous irez voir également le pavillon d'argent à gauche et la colline de Gion, vous avez à droite. Alors, Kyoto est construite dans une sorte de fond de vallée avec des collines à droite et à gauche. Et le long de la colline qui se trouve à l'est, c'est là que se trouve le quartier de Gion, qui est un quartier assez préservé, avec beaucoup de temples, beaucoup de pagodes, beaucoup de sanctuaires shintoïstes également, beaucoup de jardins. C'est un quartier qui est très agréable, mais un petit peu escarpé. C'est là que se trouvent les principaux monuments les principaux temples et sanctuaires shintoïstes de Kyoto, notamment le Kodaiji et le Nanzenji que vous avez sous les yeux. Voilà, le quartier de Gion dont je vous parlais, avec à gauche, on voit encore assez fréquemment des mako, qui sont des apprentis geisha, ou des geishas, comme on voit ici, de dos, en train de monter les escaliers. C'est un endroit tout à fait remarquable. Et puis, c'est également à Kyoto que vous verrez les plus beaux jardins secs, les plus beaux jardins zen, dans les temples dont je viens de parler, le Kodaiji ou le Nanzenji. En voilà un à gauche qui est tout à fait remarquable. À ma connaissance, il n'y a qu'au Japon qu'on voit des jardins secs comme ça, qui sont en fait des représentations en miniature de l'univers tout entier. Vous voyez que au premier plan, l'allée sablée avec les graviers représente l'océan ou la mer ou un lac. Et puis à gauche, on voit des côtes, des rochers, des montagnes, des arbres qui simulent les nuages. Et c'est tout un univers en miniature qui est représenté ici sans eau du tout.
Et évidemment, c'est un jardin imaginaire qui a pour vocation d'aider à la concentration, à la méditation et à la rêverie. Et je crois que, enfin bon, je pense que quand vous serez devant ce paysage, vous-même, vous serez enclin à la rêverie ou à la spiritualité parce que on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Et puis il y en a d'autres, plus modestes, comme à droite par exemple, où la courette de ce temple a été aménagée quand même avec là aussi un petit paysage en miniature qui permet, encore une fois, de laisser son esprit s'évader. Alors après Osaka ou avant Osaka, vous arriverez à Kobe. Alors en fait, votre bateau fera soit escale à Kobe, soit escale à Osaka pour se rendre à Kyoto. Dans tous les cas, vous verrez Kobe rapidement. Alors c'est encore une fois une des étapes de la grande mégalopole dont je vous ai parlé, qui est sillonnée par des voies rapides. Il y a un musée qui est intéressant, que vous voyez ici. Et puis, encore une fois, comme à Osaka, finalement, c'est tout à côté de Osaka, Kobe, hein, c'est la banlieue d'Osaka. Vous verrez ces grandes rues piétonnes avec énormément de stands de street food où on peut consommer toutes sortes d'aliments. Alors à ce sujet, à Kobe évidemment, ou à Kyoto, après votre escale à Kyoto, vous goûterez le fameux bœuf de Kobe. Encore une fois, aucun voyage au Japon ne serait complet sans la dégustation du fameux bœuf japonais, le fameux bœuf de Kobe, qui est un morceau de bœuf qui est très persillé, qui est très marbré, avec beaucoup de filaments de graisse, qui donne une douceur, une tendreté absolument incroyable. Donc vous aurez pendant votre dîner, après la visite de Kyoto, après la visite d'Osaka, vous aurez un dîner dans un restaurant à Osaka où vous goûterez donc le fameux bœuf de Kobe, comme celui que vous avez sous les yeux. J'en profite pour dire un mot sur la cuisine japonaise et notamment sur celle qui va vous être servie au cours des escales que vous allez faire avec Voyage d'Exception. Vous avez peut-être en tête que la cuisine japonaise, c'est uniquement du poisson cru, des sushis, etc. Eh bien, pas du tout. La cuisine japonaise, elle est extrêmement variée, avec des goûts très subtils, de toutes sortes, de la mer, du sucré, du salé, de l'umami, figurez-vous. C'est un goût que vous ne connaissez pas encore, vous allez découvrir au Japon. Il y a beaucoup de pickles, il y a beaucoup de salades, de petits légumes cuits ou à moitié croquants. C'est tout à fait étonnant. Bon, voilà par exemple un repas typique japonais avec des fruits de mer. Là, c'est du poulpe. Il y a beaucoup de riz, bien entendu, mais il y a des légumes frais aussi, du radis noir, des pickles un peu épicés. Il y a très souvent des bouillons, des soupes évidemment qui accompagnent ça avec des condiments qui sont du vinaigre de riz ou de l'huile de la sauce soja, de la sauce de sésame rôti, etc., etc. Donc c'est une cuisine qui est extrêmement variée. Et le point fort, à mon avis, de la gastronomie avec Voyage d'Exception, c'est qu'à chaque fois que vous irez à terre, à chaque fois que vous aurez une excursion, les repas seront très, très soignés. Vous aurez vraiment des repas tout à fait délicieux. Je pense que Voyage d'Exception a à cœur de vous faire apprécier et découvrir la cuisine japonaise pour que vous reveniez en France avec une autre perception de la cuisine du pays du soleil levant. Alors, voilà encore une vue de street food japonaise. Les Japonais, chez eux, en général, prennent le petit déjeuner rapidement. À leur bureau ou à leur lieu de travail, ils prennent un bento, une petite boîte qu'ils ont préparée, une sorte de gamelle qu'ils ont préparée chez eux. Et puis le soir, bien souvent, ils retrouvent leurs amis ou leurs proches dans un petit restaurant, une petite gargote comme ça, pour prendre leur repas avec leurs amis. Voilà, ça c'était l'escale donc de Kobe-Osaka et nous irons ensuite dans la plus petite île des grandes îles de l'archipel, s'appelle Shikoku. Nous irons visiter l'île de Shikoku, nous arrêterons à Koshi, qui est la ville principale de la côte sud de l'île de Shikoku. Alors c'est une petite ville relativement à toutes celles qu'on vient de visiter, Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe. C'est une petite ville de 30 000 habitants et qui est beaucoup plus provinciale. Alors c'est très intéressant à mon avis de visiter cette petite ville parce que on peut prendre vraiment la mesure de la démesure, j'allais dire, des grandes métropoles japonaises qu'on vient de quitter. Alors c'est une ville tout à fait charmante, construite au bord de la mer, pareil au fond d'une sorte d'estuaire assez protégé. Et on peut y voir enfin, énormément de choses. Vous verrez notamment le temple de Shuriken que vous avez sous les yeux. Avec, alors là, cette fois-ci, c'est pas un temple shintoïste, c'est un vrai temple bouddhiste avec la porte Mon que vous avez sous les yeux là à gauche, qui permet d'accéder au temple. C'est un bâtiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est tout à fait remarquable parce que comme très souvent au Japon, il y a un mélange très étroit
entre la spiritualité, la nature et le religieux. La nature et le religieux s'entremêlent de façon extrêmement impénétrable presque, et là on voit très bien l'écrin formidable que forme la nature autour de ce temple bouddhiste. C'est des photos que j'ai faites moi-même avec mon appareil, mon téléphone portable, hein, donc c'est pas du tout des photos compliquées à faire. Alors, à Cauchy, vous verrez également le château de Cauchy, que vous avez sous les yeux ici. Il date du XVIe siècle et c'est pratiquement un des rares châteaux japonais qui n'ait pas été complètement détruit. À l'époque, à l'époque du Moyen Âge et juste pratiquement jusqu'au XIXe siècle, il y avait des centaines de châteaux au Japon parce que le Japon était divisé en plein de seigneuries et chaque seigneur avait son propre château et son propre fief tout autour. Et celui-là est le seul qui est subsisté grâce à des lettrés qui ont intercédé auprès de l'empereur à l'époque Meiji pour que ce château soit préservé. Il a donc été miraculeusement préservé. Il est encore entièrement en bois. Et quand on est au sommet du Tenshu, vous avez ici à gauche, on a une vue, comme ici à droite, sur l'ensemble de la cour du château où on voit l'armurerie, l'arsenal, les locaux des gardiens, etc., etc. Donc c'est vraiment un château vivant qu'on peut encore visiter à Kochi. Et puis à Cauchy, vous ferez encore une expérience formidable qui vous sera proposée par Voyage d'Exception. Là encore, je pense que les concepteurs de ce voyage ont eu à cœur de vous faire participer vraiment à la vie japonaise de l'intérieur. Donc à Cauchy, vous irez au marché de Hirome, qui est un grand marché où il y a une soixantaine de stands de cuisine japonaise. Et on va vous donner quelques yens qui vous permettront d'aller dépenser cet argent dans les stands autour de ce marché. Et vous en rapporterez des brochettes, des beignets, une petite soupe, un bento, que sais-je, pour goûter. Vous vous assiérez sur cette table commune avec d'autres Japonais à côté de vous ou des Français de votre groupe si vous préférez, et vous partagerez ou vous dégusterez ce que vous aurez acheté. La spécialité du marché d'Hirome à Kochi, c'est la bonite, une variété de thon qui est cuite sur de la paille brûlée. Donc vous assisterez sous vos yeux, il y a un cuisinier qui va brûler de la paille et va griller ensuite de la bonite dessus et qui vous proposera la dégustation. Donc c'est vraiment, encore une fois, un moment tout à fait extraordinaire et très japonais auquel Voyage d'Exception vous convie. Pardon. Après l'escale à Shikoku, nous retournerons dans l'île principale à l'île de Honshu et nous irons à Hiroshima. Alors pratiquement de Tokyo à Hiroshima, il n'y a qu'une gigantesque conurbation presque continue. Il y a des moments où la ville cesse, mais ils sont assez rares. Et c'est là que se trouve en fait 80% de la population japonaise habite en gros entre Hiroshima et Tokyo. Donc c'est vous dire la densité de population à cet endroit-là, et Hiroshima n'échappe pas à la règle. C'est probablement une des raisons pour lesquelles la ville avait été choisie par les Américains pour y larguer leur première bombe atomique en 1945. Alors bien entendu, à Hiroshima, vous irez voir le mémorial, le parc du mémorial de la bombe. Donc il subsiste ce monument remarquable qui avait été construit dans les années 30 et qui a été préservé. Alors maintenant, il est classé au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO comme étant une relique qui manifeste silencieusement finalement contre la prolifération des armes atomiques dans le monde. Donc vous irez voir ce site, évidemment. Peut-être irez-vous voir également le musée de la bombe A. Vous passerez évidemment dans Hiroshima, je vous en montre quelques vues parce que, à la différence des autres villes japonaises qui sont plus inextricables, comme Hiroshima a été rasée jusqu'au niveau du sol pratiquement, quand elle a été reconstruite, on a fait des grandes avenues très ouvertes, bordées d'arbres, et c'est une ville qui est très plaisante à mon avis grâce à ça. Il y a un très beau musée à Hiroshima et puis il y a un Tenshu, un château qui a été entièrement reconstruit comme vous imaginez. Alors Hiroshima sera également l'occasion pour vous d'aller faire une visite, une excursion au sanctuaire de Itsukushima dans l'île de Miyajima. Alors l'île de Miyajima, elle se trouve à faible distance d'Hiroshima. En une demi-heure de bateau, on est arrivé à Miyajima. Et c'est une île sacrée pour les Japonais. C'est une île qui est entièrement consacrée au culte shintoïste, qui est marquée par cette grande
porte, cette espèce d'arc de triomphe qu'on voit à l'entrée, ça s'appelle un torii, et ce torii est construit en cèdre, recouvert ensuite de peinture vermillon, et il marque l'entrée dans l'univers sacré de l'île. Toute l'île de Miyajima est aux yeux des Japonais un univers sacré. Du reste, pendant très longtemps, les femmes sur le point d'accoucher, ou les femmes qui avaient leurs règles, ou les mourants n'avaient pas le droit d'y accéder parce que l'île était interdite à tout ce qui était considéré comme impur. Aujourd'hui, évidemment, ça a bien changé, mais n'empêche, il n'y a toujours pas de cimetière à Miyajima. Donc vous verrez cette vue absolument phénoménale, qui est une des vues les plus célèbres du Japon, et vous verrez également les sanctuaires qui s'élèvent de part et d'autre. Vous verrez bien sûr le fameux temple d'Itsukushima, le fameux sanctuaire d'Itsukushima, dont je vous montre ici une vue, et le sanctuaire lui-même, comme le torii que je vous ai montré, il peut avoir les pieds dans l'eau selon qu'on vient à marée basse, comme ici, ou à marée haute. Le grand portail peut avoir les pieds dans l'eau, comme peut avoir les pieds dans l'eau ici le temple que vous avez. Donc c'est évidemment, ça ajoute encore au caractère tout à fait pittoresque et remarquable de ce site. Pour la petite histoire et pour vous donner une idée, il est jumelé avec le Mont Saint-Michel. Donc c'est vous dire l'attrait considérable que ce site a pour les Japonais et pour l'humanité tout entière. Évidemment, il est environné de forêts, de montagnes qu'on voit ici à l'arrière-plan. C'est une sorte de rareté dans la région, mais l'île de Miyajima est entièrement préservée, comme vous avez compris. Et puis après avoir quitté Hiroshima, pardon, nous irons dans l'île de Shikoku, qui est l'île la plus, l'île de Kyushu, qui est l'île la plus grande île méridionale de l'archipel, l'île méridionale la plus grande de l'archipel, pardon, et nous irons à Kagoshima, qui marque l'extrémité méridionale donc de cette île de Kyushu. Alors Kagoshima, c'est avant tout un site, parce que toute la baie de Kagoshima a été complètement transformée il y a une cinquantaine d'années, un peu plus peut-être, une soixantaine d'années maintenant, par l'arrivée de ce volcan. Un peu comme dans la baie de Naples, le Vésuve qui est arrivé. Et ben là, c'est ce volcan qui est arrivé encore plus récemment. Le volcan est tout récent. Il a complètement transformé le paysage de la baie de Kagoshima. Et vous verrez probablement au cours de l'excursion soit des temples qui ont été en partie engloutis par les coulées de lave du volcan, soit vous verrez le site de Kagoshima lui-même, où il y a encore un château. Voilà la porte principale du château de Kagoshima, avec ses remparts à droite, avec leur douve en eau, avec les gigantesques lotus qui sont en train de pousser. Il y a un joli musée à Kagoshima, voilà une vue à droite, une vue de la ville de Kagoshima. Et vous irez peut-être voir sinon un site qui est à proximité de Kagoshima, j'ai pas de photo à vous montrer malheureusement, qui est le site duquel partaient les aviateurs kamikazes pour aller défendre leur patrie en allant se jeter sur les navires américains qui étaient au mouillage au large, parce que le pays était vraiment cerné de toutes parts par les troupes américaines. Et du coup, dans un dernier mouvement de panique, les Japonais, donc, dans un acte à la fois désespéré et fanatisé, se jetaient dans leurs avions, et on peut encore voir l'endroit d'où ils partaient, qui était à l'extrême sud donc de l'île de Kyushu. Après ce petit arrêt à Kyushu, dans le sud de l'île, nous irons à Nagasaki. Alors Nagasaki, c'est une ville qui est très importante dans l'histoire du Japon pour une raison très simple, c'est que ça a été le seul point de contact entre l'Europe et le Japon pendant presque 250 ans. Le Japon a été coupé du monde à l'époque Edo, et il a vécu complètement replié sur lui-même, et le seul endroit pratiquement où le Japon a eu un point de contact avec l'Occident, c'était à Nagasaki. Il y a une île artificielle qui s'appelle Deshima, où une fois par an, des navires néerlandais avaient le droit de faire escale. Et ils apportaient des biens de consommation et ils repartaient avec des produits japonais qui étaient évidemment très appréciés en Occident. Alors on trouve un quartier comme ici, la maison que vous avez à droite, qui est une maison coloniale, probablement construite au XVIIIe siècle par des Néerlandais, par des Hollandais. Donc c'est assez amusant. Et puis on peut encore voir le fameux quartier de Deshima, comme on voit ici par exemple, ou là, où on voit encore des entrepôts, on voit la maison du gouverneur, on voit une église catholique par exemple, parce qu'évidemment Deshima était une sorte de petite enclave européenne au Japon, et donc c'était une sorte de bulle européenne au Japon, encore très fréquentée par des geishas, comme vous voyez, qui ont le droit qui visitent avec grand plaisir. Voilà Nagasaki. Alors Nagasaki est une ville au fond d'un gigantesque fjord, je ne sais pas si vous avez vu dans ma première image, et de chaque côté de la ville, à droite et à gauche, il y a des collines assez abruptes qui abritent des temples. Alors le cœur de la ville, le centre de la ville que vous voyez ici, là où passe la rivière,
C'est la partie qui a été la plus amochée par la bombe A. Et peut-être irez-vous voir le musée de la bombe, qui est à mon avis peut-être plus intéressant encore que celui d'Hiroshima. Et puis de part et d'autre de cette vallée encaissée, il y a des temples qui, par miracle, ont échappé à la bombe A parce que comme le terrain est assez accidenté, assez encaissé finalement, dans les replis des collines, certains temples ont été complètement épargnés. C'est le cas du Kodaiji à gauche ou du Kokufuji que vous avez à droite, qui est un joli, c'est pas du tout fait pour ça, mais enfin quand même, les amateurs de fleurs et d'hydrangea et d'hortensia iront voir ce temple parce que c'est une sorte de conservatoire de l'hortensia qui est tout à fait étonnant. Bref, cette escale de Nagasaki sera donc pleine d'intérêt à bien des égards, à point de vue historique notamment. Et puis ensuite, nous nous rendrons en Corée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi va-t-on en Corée? On fait une croisière au Japon. Mais en fait, je pense que la plupart d'entre vous ne sont jamais allés en Extrême-Orient. Et d'avoir un petit aperçu de la Corée, c'est une excellente idée, une excellente introduction à l'Extrême-Orient, parce que vous pourrez comparer en fait le Japon et la Corée. Parce que à nos yeux, à nous, vus d'Europe, on se dit, mais finalement, c'est le même pays, c'est la même chose. Mais pas du tout. C'est deux pays qui sont radicalement différents. Et vous rendrez compte très très tôt en faisant une escale soit à Busan, soit à Jeonju, soit dans un autre site coréen. Mais vous verrez, en tout cas, vous pourrez tout de suite prendre la mesure de la différence qu'il y a entre la Corée et le Japon. Pour faire simple, le Japon c'est la Suisse et la Corée c'est la Sicile. Donc il y a autant de différences pratiquement de civilisation, de culture, pas de culture parce que la Corée et le Japon ont des cultures qui sont assez voisines, les religions sont très proches également, mais les langues sont différentes et l'art de vivre est très différent également. La cuisine coréenne est différente de la cuisine japonaise. Vous le verrez au cours de l'excursion, où un repas coréen vous sera servi. Et puis vous verrez surtout que dans la rue, c'est beaucoup plus chaotique, c'est beaucoup plus à la française d'une certaine manière, hein. Les Japonais sont très organisés, très méthodiques, très réguliers, etc. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. En Corée, c'est beaucoup plus indiscipliné, on va dire. Voilà. Et vous en rendrez compte assez tôt. Alors vous irez voir le temple de Beomeosa, qui est à côté de Busan, si vous faites escale à Busan. C'est un grand temple coréen tout à fait remarquable, avec ses décorations peintes, son site tout à fait étonnant également, en pleine montagne, et un endroit très, très attachant à mon avis. Et puis vous irez voir également le quartier de Gamcheon, qui est un quartier de Busan. Et vous voyez, c'est le village que vous avez sous les yeux, qui est à l'origine un village de pêcheurs, mais cet empilement de maisons qui font penser un peu à des favelas brésiliennes est absolument impensable au Japon. Ben là, c'est normal, vous êtes en Corée, et ça paraît chaotique comme ça vu de loin. En fait, c'est un village qui est charmant, tout a été restauré, c'est pimpant, il y a des petites allées comme celles que vous avez à droite, des petits chemins qui vous permettent de visiter ce village qui est devenu très touristique maintenant et qui est très agréable à visiter. Et puis, à Busan, vous verrez également le marché aux poissons, un marché tout à fait phénoménal. C'est le plus grand que je connaisse, hein, vraiment, c'est absolument impeccable. Ça sent le poisson, mais ça sent pas le mauvais poisson ou le poisson éventé. Ça sent le poisson frais, c'est inouï. Il y a des grands bacs avec des poissons et des crustacés frais, mais c'est très très grand. Je peux pas vous dire, ça doit faire 100 mètres l'allée que vous avez sous les yeux. Il y en a une deuxième derrière moi qui est aussi longue. Et puis à côté, vous avez un marché aux poissons secs, aux poissons séchés, où il y a des fruits de mer, du poulpe et des poissons séchés. Et puis tout autour également, des vendeurs comme ici qui vendent des fruits de mer, des mollusques et des poissons frais. Comme vous avez compris, Busan est un port de pêche extrêmement important non seulement pour la Corée, mais aussi pour le Japon. Alors après Busan, nous allons quitter la Corée pour revenir au Japon et nous allons voir cette fois-ci la partie la moins connue du Japon, mais qui est aussi tout à fait intéressante. À mon avis, l'intérêt, encore une fois, de voyager avec Voyage d'Exception pour cette croisière, pour ces croisières au Japon, c'est que vous verrez non seulement les grands musts touristiques du Japon que tous les gens qui vont au Japon voient, Tokyo, Hiroshima, Osaka, Kobe, Kyoto, mais vous verrez en plus des sites qui sont beaucoup moins connus. Et à mon avis, c'est intéressant de voir le revers de la médaille. On a un peu en tête que le Japon, c'est une civilisation ultra technologique, ultra flamboyante, développée, riche, etc. Et quand on voit le revers de la médaille, quand on voit la côte nord du Japon, qui est beaucoup plus dépeuplée, beaucoup plus déshéritée également, où il y a beaucoup de maisons abandonnées, beaucoup de boutiques abandonnées. Ça complète complètement notre perception du Japon. Voilà, alors la première escale sera à Sakai Minato, qui est un grand port que nous quitterons assez rapidement pour aller voir la ville de Matsue, qui est une petite ville charmante,
qui se trouve juste à côté. Alors il y a encore son château à Matsue, le Tenshu a été en partie refait, mais les contreforts, les combles que vous voyez, les douves et les contreforts que vous voyez sont d'origine. C'est une ville tout à fait charmante qui est dédiée aujourd'hui à l'art. Il y a beaucoup de boutiques d'antiquaires, d'artistes, des galeries des galeries d'art, etc. C'est un peu la ville artistique du Japon et c'est tout à fait agréable de s'y balader. On peut s'y balader à pied, c'est une ville à taille humaine, à la différence des grandes villes du sud du Japon. C'est une petite ville tout à fait à taille humaine. Alors vous verrez également à proximité de Matsue et à l'escale de Sakai Minato, vous verrez un formidable jardin, le jardin de Yasuji, que je vous montre que vous avez sous les yeux immédiatement. Alors les Japonais sont très très friands de jardins, je vais y rester une seconde. Pour eux, il y a différents types de jardins. Il y a le jardin de thé, le jardin sec, comme celui que je vous ai montré à Kyoto, qui sont des jardins zen, qui sont destinés à la méditation et à la spiritualité. Et puis vous avez des jardins de collines, comme c'est le cas ici, par exemple. Dans ce jardin, c'est un jardin complètement artificiel qui a été construit parcelle après parcelle par un mécène, par un collectionneur, qui a acheté des petits bouts de terrain, qui a complètement modifié le terrain en construisant la colline artificielle que vous avez au centre de l'image. Il a planté des pins, il a planté toutes sortes d'arbres pour se faire un paysage imaginaire. Il y a de l'eau dans celui-là, mais il y a également un grand terrain recouvert de petits cailloux. Et puis à l'arrière-plan, à gauche, pardon, vous voyez une colline, mais qui est une colline naturelle. Donc finalement, l'œil du spectateur, notre œil à nous, se promène depuis le premier plan jusqu'à l'arrière-plan de façon continue, sans rupture, et on a l'impression que la colline du fond fait partie du paysage. C'est pour ça que les Japonais appellent ces paysages artificiels des paysages collines, parce que justement, ils se poursuivent en fait dans la nature réelle. C'est tout à fait remarquable de voir ça, et c'est vraiment un des grands attraits, à mon avis, des voyages au Japon, c'est ces paysages tout à fait étonnants. Là, vous le voyez, encore un autre coup d'œil sur ce paysage colline, et la colline derrière l'arbre, au premier plan, la colline toute qu'on voit au fond est une colline naturelle. Donc il y a un mélange du vrai et du faux, mais qui se fait de façon complètement harmonieuse et subtile, au point que notre œil est complètement... l'illusion est parfaite de la réalité. Une réalité qui est encore plus belle même que la réalité quand on voit le soin avec lequel les arbres sont taillés, etc. etc. Le jardin, l'art du jardin est un art tout à fait remarquable au Japon. Bon, je vous remontre pour le plaisir le jardin du Nanzenji à Kyoto, avec ces vagues du premier plan là, qui figurent la mer ou les ondulations de l'eau sur un lac, et puis à gauche, au contraire, les rivages, les rochers et les arbres dont la taille suggère les nuages. Mais c'est le cas aussi pour des jardins beaucoup plus modestes. À droite, par exemple, vous avez un petit jardin, c'était à Matsue, un jardin d'un petit restaurant où je suis rentré par accident, parce que je trouvais que c'était joli. Et vous voyez qu'il y a quand même un soin très important qui est apporté aux détails, un bassin avec des carpes, une lanterne comme ici à droite par exemple, un petit ponton comme ici à gauche. Il y a un soin très méticuleux qui est apporté au jardin, et même dans les parcs des villes, comme ici à Hiroshima par exemple, c'est un parc municipal, vous voyez que tout est fait de telle manière que le décor change tout le temps. Alors il y a un mélange de plantes persistantes et de plantes caduques, pour que quelle que soit la saison, il y ait toujours un peu de verdure. Il y a toujours des plantes qui tournent également, pour qu'il y ait toujours un peu de couleur. Les îles artificielles, les arbres plantés, etc., donnent un charme tout à fait remarquable à ces jardins. Voilà, par exemple, un autre jardin. Là, on était à Kyoto et je cherchais le fameux Kinkakuji, le fameux pavillon d'or. J'étais à pied et je me suis trompé. Je suis rentré dans ce jardin et c'était le jardin manifestement d'un petit temple, et je me suis perdu. Mais vous voyez qu'il y a un soin remarquable qui est apporté à la symétrie, l'élégance. Enfin, tout est fait pour, encore une fois, que l'œil soit séduit par la verdure. Et c'est vrai également dans les maisons. Dès qu'il y a une cour intérieure, comme ici à droite, eh ben on va y mettre un petit jardin pour éviter qu'on ait uniquement du béton. Donc on va mettre deux, trois pierres, deux, trois cailloux, un peu de sable. On va planter quelques arbres et hop, on aura une sorte de jardin en miniature. Et puis quand on a un petit peu plus d'argent, comme c'était le cas à Kyoto ici, on fera un grand jardin avec une cascade même, qui donne vraiment l'impression que la nature rentre dans votre salon. C'est absolument incroyable. Les Japonais sont très très friands de ce type de décor. Bon, voilà encore un détail de nature
où le religieux se mélange vraiment à la nature. Là, c'est une photo qui a été prise à Nara et l'autre a été prise à Kyoto. Et puis, ils ont un culte absolu pour le sakura, le fameux moment des cerisiers en fleurs. Et si vous allez au Japon entre mars et avril, vous verrez à un moment ou à un autre ces cerisiers en fleurs. Alors, vous ne le verrez pas tout le temps parce qu'en fait, le Japon est très étendu en termes de latitude entre le nord et le sud. Et vous ne verrez pas les cerisiers en fleurs d'un bout à l'autre du Japon. Vous pourrez les voir en fleurs au début et plus à la fin parce qu'ils ne seront pas encore en fleurs. Ou au contraire, ils seront plus en fleurs à la fin et vous les verrez en fleurs à la fin de votre voyage. Ils seront plus en fleurs au début de votre voyage, mais ils seront en fleurs à la fin de votre voyage. Donc tout dépend un peu de la saison. En tout cas, le sakura, c'est comme ça que ça s'appelle, est vraiment un moment très important pour les Japonais et c'est traditionnellement, même s'il fait pas chaud chaud, vous voyez qu'ils sont un peu couverts, eh ben ils vont pique-niquer dehors sous un cerisier en fleurs. C'est un gage de bonne santé et de bonne fortune pour l'année entière. Voilà, 4 japonaises que j'ai pris en photo. On était ici à Toyama, sous un gros arbre. Elles sont en train de prendre leur bento, de prendre leur déjeuner tranquillement. Et puis quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin ou une grande terrasse à côté de chez soi, ben même dans les petits appartements, on peut avoir un petit jardin, comme c'est le cas ici, dans une sorte d'aquarium avec une lampe électrique. On a planté un petit arbre dans de la mousse et ça permet d'avoir une sorte de simulation de jardin chez soi. Et c'est très très fréquent de trouver ce type de jardin en miniature dans les maisons japonaises. Alors, même s'ils ont une société qui paraît ultra technologique, ultra avancée, à la mode, etc., ils restent malgré tout très proches de la nature. Le jardin, comme c'est le cas ici, c'est l'occasion, quand on est officier de marine et qu'on rend visite à sa vieille maman, pardon, de se faire photographier avec elle, parce qu'encore une fois, il y a un lien très étroit entre la religion, la famille et la nature au Japon, en dépit des apparences. Alors nous irons ensuite dans l'île qui est la plus septentrionale de l'archipel japonais, c'est l'île de Hokkaido, et à cette occasion, nous irons voir la ville de Hakodate. Alors Hakodate, c'est une grande ville, on se trouve à peu près à la hauteur de Vladivostok. Donc soyez pas étonnés si vous avez vu les cerisiers en fleurs à Hiroshima, ils seront pas encore en fleurs à Hakodate une semaine plus tard, hein, c'est normal. Hakodate, c'est une ville où on peut encore trouver de la neige, hein, quand on y va trop tôt dans la saison. Il peut faire froid, mais c'est une ville absolument formidable parce que c'est une ville qui a été une ville portuaire, très ouverte sur le monde, parce qu'elle n'est pas très loin de la Russie. Bon, voilà, une vue de Hakodate avec les montagnes. Alors là, on est en avril, vous voyez, on voit encore la neige sur les montagnes de l'île de Hokkaido. C'est une ville qui est très intéressante parce qu'elle était très ouverte sur l'extérieur pendant longtemps et au XXe siècle, elle a servi de point de contact finalement entre l'extrême-orient de l'Eurasie, russe notamment, et puis l'extrême-orient japonais. Bon, voilà des bâtiments qui datent de cette époque-là, les années 20-30. Voilà l'église russe, parce qu'il y avait une colonie russe assez importante à Hakodate, mais il y avait également une colonie britannique, une colonie américaine, une colonie néerlandaise assez importante. Voilà la maison de ville qui évoque un peu une isba russe peinturlurée à l'intérieur avec mobilier qui évoque l'Occident. On n'est plus du tout cette fois-ci au Japon. Et puis on peut encore voir à Hakodate également d'inspiration occidentale, un peu comme les forteresses de Vauban, la forteresse de Goryokaku, que vous avez sous les yeux à gauche, qui est dominée par la grande tour de Goryokaku que vous avez ici à droite. Et j'ai pris la photo de la forteresse depuis la tour que vous avez à droite. Donc c'est une excursion sympa à faire. Montez au sommet de la tour où vous verrez l'ensemble du panorama de la ville de Hakodate et puis vous aurez surtout une très belle vue sur la forteresse. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la forteresse est complètement environnée d'arbres qui sont en fait des cerisiers qui sont pas encore en fleurs, alors que plus bas, à Tokyo, ils étaient déjà en fleurs. Et à Tokyo, ils étaient déjà en fleurs. Donc, vous voyez que il manque quelques jours avant que les fleurs arrivent également à Hakodate. Cette dernière escale à Hokkaido sera la dernière escale que nous ferons au Japon avant de retourner à Tokyo pour notre dernier séjour à Tokyo. Alors, ce que vous n'avez pas vu au cours des premiers jours passés à Tokyo, vous le verrez au cours des seconds jours. Vous verrez notamment le grand temple de Meiji Jinju à Tokyo. Le voilà, un grand temple qui est consacré à la dynastie Meiji, qui a été la grande dynastie régnante jusqu'à tout récemment. Et puis vous verrez également le musée national
du Japon que vous avez ici sous les yeux, avec beaucoup de... Alors vous verrez un peu d'armure, je vous ai mis ça parce que je trouvais ça le plus pittoresque, mais vous verrez aussi beaucoup d'objets de toutes sortes qui évoquent l'histoire du Japon. Vous verrez quelques estampes japonaises, vous verrez beaucoup d'armes, beaucoup d'armures, vous verrez beaucoup de porcelaine, beaucoup d'œuvres de toutes sortes qui évoquent vraiment le savoir-faire extraordinaire des artisans japonais. Et puis vous aurez également du temps libre au cours de ces dernières journées à Tokyo. Vous aurez du temps libre pour vous balader à votre guise, notamment dans le quartier de Shibuya. Vous ne manquerez pas d'aller dans Takeshida Dori, que vous avez ici sous les yeux, qui est la rue un peu populaire chez les jeunes, où il y a beaucoup de boutiques de vêtements, de mangas, où il y a une population un petit peu jeune. Vous pourrez vous inspirer des dernières tendances de la mode tokyoïte à cette occasion, pour les hommes comme pour les femmes. Difficile à porter de retour en France, mais néanmoins, pourquoi pas. Et c'est sur cette balade tokyoïte que s'achève notre visite à Tokyo. Vous reprendrez le soir un avion qui vous ramènera à Paris et vous quitterez l'équipe de voyage d'exception à votre arrivée à Charles de Gaulle après avoir passé une bonne nuit dans l'avion. Voilà, c'est ainsi que se termine notre présentation du voyage au Japon. J'espère avoir le plaisir de vous y retrouver. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une très très bonne journée et surtout une très très bonne année. À très bientôt. Merci beaucoup Pierre-Jean pour cette très belle présentation qui donne vraiment envie de connaître encore plus cette magnifique destination. Alors Pierre-Jean, je te retiens encore un petit peu parce que on nous a posé quelques questions, donc j'aurais voulu que tu puisses y répondre, notamment concernant les excursions. On nous a demandé donc s'il y avait beaucoup de marches, combien de kilomètres à peu près par jour nous faisions. Alors je tiens à préciser que les excursions sont exclusives voyage d'exception et sont francophones, donc avec des guides francophones qui vous accompagnent durant donc toutes ces visites. Voilà Pierre-Jean. Alors c'est très variable en réalité. De toute façon, non, il n'y a jamais énormément de marches. De maximum, je dirais, sur une journée entière, il y a peut-être 2 kilomètres de marche, mais qui sont ventilés en fait sur la journée. Donc on doit passer un quart d'heure à faire 200 mètres, et puis après on repasse un autre quart d'heure à refaire 200 mètres, et ça passe très très vite. En réalité, il n'y a pas il y a rien qui soit pas à la portée d'un marcheur qui n'est pas expérimenté. Honnêtement, tout est très facilement accessible. D'accord, bah, très bien. Merci beaucoup Pierre-Jean. Enfin, dans l'hypothèse où je connais pas toutes les escales par cœur, toutes les excursions, pardon, toutes les escales par cœur, et puis les escales peuvent changer de façon, enfin, un peu à la dernière minute. Dans tous les cas, il y a avant chaque escale une réunion d'information qui est faite par les accompagnateurs de voyage d'exception, qui mettent les points sur les i. Et si vraiment il y a des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, on leur déconseillera à ce moment-là de faire l'excursion. Mais sinon, elles sont toutes accessibles à tout le monde. D'accord, très bien. En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup. N'hésitez pas, en tout cas, merci en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter le service réservation de voyage d'exception. Si vous avez besoin de documentation, de brochures ou de renseignements concernant un départ qui vous intéresserait, n'hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin. Avec grand plaisir, mon équipe et moi-même, nous répondrons à toutes vos demandes. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite encore une nouvelle fois mes meilleurs vœux 2025. Et si vous avez encore un tout petit peu de temps, on vous envoie un sondage. Si vous pouvez répondre à ces quelques petites questions concernant cette présentation, ce sera avec un grand plaisir que nous pourrons étudier ceci. Encore merci Pierre-Jean pour ta présentation sur cette belle destination qu'est le Japon. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.